Ma femme s'est moquée de ma montre bon marché pendant un dîner d'affaires. Je n'ai rien dit. 2 heures plus tard, un milliardaire l'a vue et est devenu pâle. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il. Je répondis avec le nom de mon père. Il se leva, tremblant. « Alors elle n'a aucune idée de qui vous êtes. Je suis heureux que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et laissez en commentaire la ville d'où vous regardez, pour que je voie jusqu'où elle a voyagé. J'aurais dû m'en douter. Après 30 ans de mariage, on apprend à lire les signes. La mâchoire de Zoé qui se crispe quand elle regarde mes vêtements. Son sourire forcé à l'hôtesse. Le léger roulement des yeux quand je commande le vin de la maison plutôt qu'un cru de leur sélection premium. Mais je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer ensuite. Nous étions installés au restaurant Milano, un de ces lieux où la lumière tamisée cache les imperfections, mais met en valeur la richesse. Les tables en acajou brillaient sous une lumière ambre douce, et l'odeur de l'ail et du vin vieux flottait dans l'air comme un parfum coûteux. Zoé avait insisté pour que nous venions ici pour ma rencontre avec des clients potentiels de Henderson Development Group. Cela pourrait tout changer pour nous, Dennis, disait-elle en se préparant, appliquant son maquillage avec la précision d'un chirurgien. Ces gens ont de l'argent, ne me fais pas honte. J'acquiesçais, ajustant mon simple costume bleu marine que je possédais. Depuis 15 ans, propre, repassé, respectable. Mais assis en face de Richard Peton et de sa femme Catherine, je sentais la désapprobation de Zoé irradier à côté de moi comme la chaleur d'un four. La conversation se passait bien. Richard semblait réellement intéressé par les capacités logistiques de notre entreprise. Nous discutions d'un contrat potentiel de 200 000 $ lorsque je pris mon verre d'eau. C'est alors que Zoé la vit. Ma montre. Rien de spécial. Un simple boîtier en acier, un bracelet en cuir patiné par des décennies de port. Le cadran blanc immaculé, chiffre noir, sans diamant ni dorure. Mon père me l'avait donnée à mes 18 ans, et je la portais chaque jour depuis. Oh mon Dieu, Dennis! La voix de Zoé trancha notre conversation comme un couteau. Tu portes encore ce vieux truc? Le silence tomba sur la table. Richard et Catherine levèrent les yeux de leur menu, visiblement mal à l'aise. Mes joues chauffèrent alors que je regardais mon poignet. Elle donne l'heure correctement, dis-je doucement, essayant de ramener la conversation aux affaires. Zoé rit, mais sans aucune chaleur. Donnez l'heure correctement, Dennis. Cette montre a l'air d'être sortie d'une brocante. Que vont penser ces gens? Je voulus répliquer, mais elle n'avait pas fini. Je lui dis depuis des années d'en acheter une correcte, dit-elle au peloton comme si je n'étais pas là. Mais il est tellement têtu pour dépenser de l'argent, même pour un objet aussi basique qu'une vraie montre. Catherine Peton se tortilla sur sa chaise, visiblement souhaitant être ailleurs. Richard se racla la gorge et porta son verre de vin à ses lèvres. Je lui dis sans cesse, à quoi ça sert de travailler si dur si tu vas te promener en ayant l'air de faire tes achats dans des friperies. Zoé continuait, sa voix s'élevant à chaque mot. Parfois je me demande s'il se soucie même de faire bonne impression. Ma gorge se serra. 30 ans de mariage et elle trouvait encore de nouvelles façons de me rabaisser. Je sentais les autres clients jeter des coups d'œil à notre table, leur conversation se faisant plus discrète, intrigués par le spectacle qui se jouait devant eux. Cette montre a une valeur sentimentale, murmurai-je à peine. Zoé ricana. La valeur sentimentale ne paie pas les factures, Dennis. Ça ne fait pas sérieux, pensai-je en baissant les yeux vers mon poignet, en repensant au poids de la main de mon père sur mon épaule, le jour où il me l'avait offert. Ça appartenait à mon père, dis-je. Ton père qui a travaillé toute sa vie dans un chantier naval, rétorqua Zoé. Ton père qui n'a jamais possédé quoi que ce soit de plus précieux que son salaire mensuel. Bon sang, Dennis, quand comptes-tu arrêter de vivre dans le passé et commencer à penser à notre avenir? Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. Je sentis quelque chose se fissurer dans ma poitrine, quelque chose qui se pliait sous la pression depuis des années, atteignant enfin son point de rupture. Richard Peton fixait son verre de vin, comme s'il détenait les secrets de l'univers. Sa femme examine sa serviette avec une concentration intense.
Peut-être qu'on devrait commander, suggérai-je, hésitant. Oui, concentrons-nous sur la raison de notre présence, dit Zoé, retrouvant soudain sa voix charmante d'hôtesse. Denis se laisse toujours submerger par les choses les plus étranges. C'est presque touchant, mais le mal était fait. La conversation traîna pendant une autre heure, mais je voyais dans les yeux de Richard que l'affaire était compromise. Qui voudrait faire affaire avec un homme dont la propre femme le traitait en échec en public? Alors que nous attendions l'addition, Zoé s'excusa pour aller aux toilettes. Richard se pencha légèrement, sa voix basse. « C'est une pièce intéressante que vous portez, » dit-il, en hochant la tête vers ma montre. Je baissai les yeux, surpris. « Merci, elle ne vaut pas grand-chose. »« Puis-je » demanda-t-il, en désignant mon poignet. Confus, je débouclai la montre et la lui tendis. Richard la prit avec précaution, la retournant dans ses mains. Son expression changea lorsqu'il examina le fond du boîtier. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et je vis sa main trembler presque imperceptiblement. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-il, sa voix étrange. « C'était celle de mon père, » répondis-je. « Il me l'a donnée quand j'ai terminé le lycée. » Richard continua à fixer la montre, respirant à peine. « Comment s'appelait votre père ?»« William Morrison, » répondis-je, intrigué par l'intensité de son regard. Richard resta complètement immobile. Pendant un instant, je crus qu'il allait s'évanouir. Il leva les yeux vers moi, puis les rebaissa sur la montre, et de nouveau vers moi. « Morrison, » murmura-t-il. Zoé revint à table, son rouge à lèvres fraîchement appliqué, parlant de dessert. Elle s'interrompit en voyant Richard tenir ma montre. « J'espère que Denis ne t'ennuie pas avec ses histoires sur ce vieux machin, » dit-elle d'un rire forcé. Richard ne répondit pas. Il me fixait toujours avec une expression que je ne pouvais pas lire. Lentement, avec précaution, il me rendit la montre. « Gardez-la précieusement, » dit-il doucement. « Elle est plus importante que vous ne le pensez. » Zoé leva les yeux au ciel. « Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est trop poli pour lui dire la vérité. » Mais Richard n'était pas poli. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me fit frissonner. Quelque chose qui suggérait que cette soirée était loin d'être terminée. En rassemblant nos affaires pour partir, Richard glissa sa carte de visite dans ma main. « Appelez-moi demain, » dit-il. « Nous devons parler. » En marchant vers la voiture, Zoé disséquait déjà chaque moment du dîner, cataloguant mes échecs comme des articles sur une liste de courses. « Eh bien, ce fut un désastre, » dit-elle en claquant des talons sur le parking. « Tu as vu leur tête quand tu n'arrêtais pas de parler de cette stupide montre? Bon sang, Denis. Parfois j'ai l'impression que tu essayes de nous saboter. » Je déverrouillai la voiture en silence, mon esprit revivant le regard de Richard Peton. Il y avait quelque chose dans cette montre qui l'avait ébranlé jusqu'au plus profond de lui. Mais quoi? Et pourquoi avais-je ce sentiment que tout était sur le point de changer? En mettant le moteur en marche, je surpris mon reflet dans le rétroviseur. Pendant 30 ans, j'avais été l'homme que Zoé voyait lorsqu'elle me regardait. Une déception, un échec, quelqu'un dont il fallait avoir honte. Mais ce soir, juste un instant, je m'étais vu à travers d'autres yeux. Et quelque chose dans cette montre avait capté l'attention de Richard Peton d'une manière qui suggérait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que quiconque savait, moi y compris. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais allongé, écoutant la respiration régulière de Zoé à mes côtés, tournant sans cesse la carte de visite de Richard Peton entre mes doigts jusqu'à ce que ses bords s'usent. La façon dont il avait regardé ma montre tournait en boucle dans mon esprit comme un disque rayé. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un la remarquait, mais c'était la première fois que quelqu'un réagissait ainsi. La plupart des gens passaient simplement à côté, comme Zoé l'avait dit, comme elle me le répétait depuis 30 ans. L'horloge sur la table de chevet affichait 3h47 lorsque j'abandonnai l'idée de dormir. Je sortis du lit, prenant soin de ne pas réveiller Zoé, et descendis silencieusement jusqu'à la cuisine. Maison était modeste, un ranch de 2 chambres, acheté au début de notre mariage. Des murs beiges, des meubles génériques provenant de grands magasins.
rien qui ne reflétait vraiment qui nous étions. Ou du moins, rien qui ne parlait de ce que j'étais vraiment. Je préparais du café et m'installais à notre petite table de cuisine. La montre étalée devant moi sous la lumière fluorescente. Sous cet éclat brutal, elle semblait encore plus ordinaire que d'habitude. La lanière en cuir était fissurée par endroits, le boîtier en acier rayé par des années d'usage quotidien. Mais je ne m'étais jamais soucié de son apparence. C'était le dernier cadeau que mon père m'avait fait avant de mourir. Les souvenirs affluaient, comme toujours lorsqu'on tient cette montre, dans le silence de la nuit. Sa voix grave et rauque, marquée par des années de cigarettes. Cette montre est dans notre famille depuis 3 générations, Denis. Ce n'est pas sa valeur qui compte, mais ce qu'elle représente. J'avais alors 18 ans, debout dans son bureau surplombant le port. L'odeur de l'air salé se mêlait au parfum de cuir et de tabac qui collait toujours à ses vêtements. Des modèles de bateaux ornaient les étagères, chacun rappelant l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien. Que représente-t-elle ? Avais-je demandé. Le choix, avait-il répondu simplement. Le choix d'être vraiment soi, et non celui que le monde attend que tu sois. À l'époque, je pensais comprendre. Maintenant, assis dans ma cuisine, à 3 heures du matin, 30 ans plus tard, je me demandais si j'avais jamais vraiment compris quoi que ce soit. Zoé avait exprimé son opinion sur mon père dès le départ. Pour elle, il n'était qu'un ouvrier chanceux. Elle n'avait jamais compris pourquoi je parlais de lui avec tant de respect, pourquoi je gardais sa photo cachée dans mon portefeuille, pourquoi je portais sa montre tous les jours. « Tu vis dans le passé, Denis », disait-elle chaque fois que son nom revenait. « Ton père travaillait dans un chantier naval. Il réparait des bateaux. Il n'y a pas de honte à ça, mais il n'y a pas de gloire non plus. » Mais elle se trompait sur lui. Elle se trompait sur beaucoup de choses. Mon père n'avait pas seulement travaillé dans des chantiers navals. Il les possédait. Plusieurs chantiers le long de toute la côte Est. Morrison Maritime avait été l'une des plus grandes compagnies maritimes privées du pays quand je grandissais. Nous vivions dans un manoir surplombant l'océan, avec du personnel, des voitures et tout ce que l'argent pouvait acheter. Et je m'étais éloigné de tout ça. À l'époque, ma décision semblait si évidente. J'avais 29 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce, regardant mon père travailler 18 heures par jour pour faire croître l'entreprise. Je voyais ce que cette vie lui avait coûté. Les dîners manqués, les anniversaires oubliés, la manière dont les affaires consommaient chaque conversation, chaque pensée, chaque instant de paix. D'une crise cardiaque à 62 ans, seul dans son bureau à 2 heures du matin, j'ai su que je ne voulais pas de cette vie. Je voulais quelque chose de réel, quelque chose qui ait du sens. Je voulais un amour qui ne soit pas compliqué par l'argent, le pouvoir ou les attentes. Alors j'ai vendu mes parts dans l'entreprise, placé l'argent en fiducie et tout quitté. J'ai trouvé un emploi dans la logistique, loué un petit appartement et tenté de construire une vie normale. C'est là que j'ai rencontré Zoé. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats. Belle, ambitieuse, pleine de projets pour l'avenir. Elle parlait d'une vie simple, d'un homme bon qui l'aimerait pour ce qu'elle était. Elle disait en avoir assez des hommes obsédés par l'argent et le statut. J'avais cru avoir trouvé mon âme sœur. Les premières années furent tout ce que j'avais espéré. Nous vivions modestement, mais confortablement. Zoé semblait heureuse dans notre petit appartement, lors de nos week-ends au lac, de nos dîners tranquilles à la maison. Elle ne posait jamais de questions sur ma famille ou mon passé, et je n'en parlais pas. Je voulais être aimé pour Denis, le coordinateur logistique, et non Denis, l'héritier des Morrison. Mais progressivement, tout a changé. Zoé a commencé à remarquer ce que les autres avaient. Elle comparait notre vie à celle de ses amis, collègues ou des gens qu'elle voyait dans les magazines. La sérénité qui remplissait autrefois notre maison a été remplacée par une insatisfaction croissante, année après année. « Pourquoi ne demandais-tu pas une promotion ?» disait-elle. « Pourquoi ne cherches-tu pas un meilleur emploi ? Pourquoi te contentais-tu d'être médiocre ?
J'avais essayé d'expliquer qu'il y avait des choses plus importantes que l'argent. Mais elle levait les yeux au ciel et changeait de sujet. Avec le temps, elle a cessé de poser des questions et a commencé à imposer ses exigences. Puis les exigences sont devenues critiques. Et les critiques, humiliation publique. Comme ce soir, assis dans notre cuisine, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des années. Zoé ne m'aimait pas. Elle ne m'avait probablement jamais aimé. Elle aimait l'idée que je représentais, le potentiel qu'elle voyait en moi, la vie qu'elle pensait que je pourrais lui offrir si je faisais juste un peu plus d'efforts. Mais j'avais essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas si longtemps que j'avais oublié qui j'étais vraiment. Je pris la montre et l'attachai à mon poignet, sentant son poids familier se poser sur ma peau. Mon père avait eu raison sur le choix. Pendant 30 ans, j'avais choisi d'être l'homme que Zoé voulait que je sois. L'homme qui s'excusait pour ses vêtements, sa voiture, sa montre, ses rêves. L'homme qui restait silencieux pendant que sa femme détruisait sa dignité devant des inconnus. Je pensais à la réaction de Richard Peton, à la manière dont ses mains avaient tremblé quand il avait tenu la montre. Quelque chose en elle qui l'avait bouleversé. Quelque chose de profond, de menaçant, comme un secret que personne n'était prêt à affronter. Quelque chose qui allait bien au-delà de son apparence modeste. Et demain, j'allais enfin découvrir ce que c'était. J'ai terminé mon café, alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres de notre cuisine. À l'étage, j'entendais Zoé s'agiter, prête à entamer une nouvelle journée de déception dans la vie qu'elle avait choisie. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me réveiller, moi aussi. J'avais un appel à passer. La montre était tout ce qu'il me restait de l'homme que j'avais été. Mais peut-être, juste peut-être, suffisait-elle à me rappeler qui j'étais censé devenir. J'ai appelé Richard Peton exactement à 9 heures le lendemain matin. Mes mains étaient plus stables que je ne l'avais prévu. Mais mon cœur battait à tout rompre, tandis que je composais le numéro inscrit sur sa carte de visite. « Bureau de Richard Peton », annonça une voix claire. « Ici Dennis Morrison. Monsieur Peton m'a demandé de l'appeler. » Un silence, puis le froissement de papier. « Veuillez patienter, Monsieur Morrison. Il attendait votre appel. » Quelques secondes plus tard, la voix de Richard traversa la ligne, urgente et intense. « Dennis, merci d'avoir appelé. Nous devons nous voir aujourd'hui. » « Au sujet du contrat ?» demanda Jage, bien que je sache déjà que cela n'avait rien à voir avec les affaires. « Non, dit-il doucement. Au sujet de ta montre, de ton père et de certaines choses que tu dois savoir. » 2 heures plus tard, j'étais assis en face de Richard, dans son bureau privé, au 42e étage du bâtiment Peton. À travers les immenses fenêtres du sol au plafond, la ville s'étendait sous nos yeux comme une carte vivante. Son bureau était plus grand que ma maison entière, décoré de peintures originales et de meubles probablement plus coûteux que ce que je gagnais en un an. Mais Richard semblait à peine remarquer son environnement. Il s'inclina légèrement dans son fauteuil, les mains serrées, étudiant mon visage comme s'il tentait de résoudre une énigme. « Je dois te poser une question, dit-il, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Quand ton père t'a donné cette montre, t'a-t-il dit quelque chose à son sujet? Quelque chose sur son origine? » Je me sentis mal à l'aise. Il a dit qu'elle appartenait à notre famille depuis 3 générations. Et qu'elle concernait le choix et le fait d'être vraiment soi-même. Richard hocha lentement la tête. A-t-il déjà mentionné la Morrison Maritime Corporation? Ma gorge se serra. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé depuis plus de 20 ans. Comment? Vous savez cela? Le visage de Richard devint grave. Parce que ton père a sauvé ma vie, mon entreprise et l'avenir entier de ma famille. La pièce sembla se pencher. Pardon? Quoi? Richard se leva et se dirigea vers un coffre-fort caché derrière une peinture. Il sortit une petite boîte en bois et la posa sur son bureau. À l'intérieur, nichée dans du velours noir, une montre identique à la mienne. 1987, murmura-t-il. J'avais 28 ans, fraîchement diplômé de Harvard Business School.
plein de grandes idées et de dettes encore plus grandes. Mon père m'avait laissé une petite société de transport maritime qui perdait de l'argent plus vite que je ne pouvais le compter. J'étais à 6 semaines de la faillite quand ton père m'a appelé. Je fixais la montre dans la boîte, l'esprit en ébullition. « Votre père vous a appelé ?» William Morrison ne possédait pas seulement Morrison Maritime, continua Richard. C'était l'homme le plus respecté de l'industrie maritime. Quand de petites entreprises échouaient, il intervenait, non pas pour les racheter ou les absorber, mais pour les aider à réussir. Il voyait du potentiel là où les autres ne voyaient que des problèmes. Richard prit sa montre, la tenant avec précaution. Il m'a accordé un prêt de 5 millions de dollars. Aucun garant, sauf ma parole. Il m'a dit que si je voulais vraiment construire quelque chose de durable, je devais d'abord me le prouver à moi-même. 5 millions. Et je murmurai. Les conditions étaient simples. Rembourser quand je pourrais, avec un intérêt minimal. Mais il y avait une condition. La voix de Richard s'alourdit d'émotion. Tu dois accepter cette montre. Il expliqua qu'elle serait un rappel, certaines choses valent plus que l'argent. Eh, sacré! Ma main se porta instinctivement à mon poignet, sentant le poids familier de la montre de mon père. Tu lui as rendu l'argent? Chaque centime, avec les intérêts. Il m'a fallu 15 ans, mais j'ai tout remboursé. Entre-temps, Peyton Development était devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Il désigna le bureau opulent autour de nous. Ton père a rendu tout cela possible. La pièce tournait. Pendant toutes ces années, j'avais cru que mon père n'était qu'un homme d'affaires à succès. Jamais je n'avais su pour les prêts, l'aide apportée aux entreprises en difficulté, les vies qu'il avait changées. Il y a plus, dit Richard doucement. La montre qu'il t'a donnée n'est pas un simple garde-temps. C'est une TC Philippe de 1943, commandée spécialement pour ton grand-père. Il n'en existe que 12 au monde, toutes faites pour le conseil d'administration original de Morrison Maritime. Je sentis mon sang se glacer. Elle vaut combien? Environ 75 000 $ conservateurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle compte. Richard se pencha vers moi. Dennis, cette montre est un symbole. Elle t'identifie comme l'héritier de William Morrison, l'homme qui a renoncé à l'une des plus grandes fortunes maritimes de la côte Est. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Comment sais-tu que j'ai renoncé? Richard sourit, mais tristement. Parce que ton père me l'a dit. Il était fier que tu aies choisi ton propre chemin, mais inquiet aussi. Il disait que tu avais tout abandonné pour poursuivre quelque chose de réel, quelque chose de significatif. Il espérait que tu le trouverais. Et l'ai-je le trouvé? La question m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Le visage de Richard se fit sérieux. Ce n'est pas à moi de le dire, mais laisse-moi te dire ceci. Te voir hier soir assis là pendant qu'elle t'humiliait, ce n'est pas le comportement d'un homme qui a trouvé ce qu'il cherchait. La honte brûlait dans ma poitrine. Elle ne sait rien de ma famille, ni de l'argent. Je ne lui ai jamais parlé. Pourquoi pas? Je repensais aux critiques de Zoé, à ses déceptions constantes, à son obsession pour le statut et la richesse. Parce que je voulais être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Richard resta silencieux un long moment. Et comment ça marche pour toi? La question flottait dans l'air, lourde comme de la fumée. Je pensais à 30 ans passés à m'excuser pour mes vêtements, ma voiture, mes ambitions, 30 ans à me sentir insuffisant. Ton père a tout laissé en fiducie, dit Richard doucement. Les entreprises, les propriétés, les investissements, tout est encore là, qui t'attend. Morrison Maritime est maintenant géré par un conseil de fiduciaires, mais ils espéraient que tu reviendrais un jour prendre ta place légitime. Combien, murmura-je. La fiducie vaut actuellement environ 250 millions de dollars. La société elle-même est estimée à 800 millions. Ces chiffres étaient si énormes qu'ils semblaient abstraits, irréels, un héritage d'1 milliard de dollars, dont j'avais renoncé pour travailler dans la logistique à 42 000 $ par an. Dennis, dit Richard avec urgence, ta femme ne t'aime pas. Elle aime l'idée que tu incarnes, le potentiel qu'elle voit en toi. Mais pendant 30 ans, elle a essayé de te changer en quelqu'un que tu n'es pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Je baissai les yeux vers ma montre, repensant aux paroles de mon père, il y a toutes ces années.
Choix, le choix d'être vraiment soi-même. Que ferais-tu? Demandai-je. Richard sourit, mais la tristesse dans ses yeux en disait long. J'avais arrêté de faire semblant d'être pauvre pour tester quelqu'un qui avait déjà échoué à l'épreuve. Le trajet de retour avait été les 40 minutes les plus longues de ma vie. Mon esprit tournait en boucle autour des paroles de Richard, autour de l'ampleur de ce que je venais d'apprendre. Je n'étais pas simplement Dennis Morrison, coordinateur logistique dans la gestion intermédiaire. J'étais Dennis Morrison, héritier d'un empire maritime, fils d'un homme qui avait silencieusement transformé des dizaines de vies et bâti un héritage s'étendant sur des décennies. Et ma femme avait passé 30 ans à me faire honte de ce que j'étais. Quand je suis entré dans notre maison, Zoé était dans le salon, feuilletant un magazine. Elle leva les yeux en me voyant entrer, l'air déjà agacé. « Tu es en retard, » dit-elle. « J'ai réservé le déjeuner avec Patricia et son mari. Tu dois prendre une douche et te changer. » Je restais dans l'encadrement de la porte, la regardant vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. La façon dont elle se tenait, ses vêtements chers, malgré notre budget soi-disant serré. Le ton de dédain dans sa voix lorsqu'elle me parlait. « Il faut qu'on parle, dis-je. » Elle leva les yeux au ciel. « De quoi? Si c'est à propos d'hier soir, Demus, je ne m'excuse pas d'avoir dit la vérité. Tu ne peux pas continuer à te balader comme si le succès ne t'intéressait pas. »« Je sais qui est Richard Peyton, » dis-je doucement. L'expression de Zoé changea légèrement. « Alors c'est un homme d'affaires. Et alors? » »« Il connaissait mon père. Ton père est mort depuis 30 ans, Dennis. Qu'est-ce que ça peut bien changer maintenant? » Je m'approchai de son fauteuil et m'agenouillai à côté d'elle pour que nos yeux se rencontrent. Elle sembla surprise par ce geste, probablement parce que je ne m'étais pas approché d'elle volontairement depuis des mois. « Zoé, dis-je avec précaution, et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur moi est faux? » Elle cligna des yeux, la confusion remplaçant l'agacement. « De quoi tu parles? » Je tendis la main vers elle, mais elle la repoussa, toujours se retirer. « Et si je te disais que mon père n'était pas juste un ouvrier de chantier naval? Et si je te disais que je viens d'une vraie fortune et que j'ai choisi de m'en éloigner? » Zoé me regarda longuement, puis éclata de rire. « Dennis, mais de quoi tu parles? Ton père réparait des bateaux. » « Mon père possédait les bateaux. Il possédait les chantiers navals. Il possédait une entreprise valant des centaines de millions de dollars. » Le rire mourut sur ses lèvres. « Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Richard Peyton a reconnu ma montre parce que mon père lui en avait donné une identique 37 ans plus tôt, avec un prêt de 5 millions de dollars qui a sauvé son entreprise. » Le visage de Zoé devint pâle. « Tu es sérieux? » »« Totalement sérieux. Le fonds fiduciaire que j'ai hérité vaut actuellement 250 millions de dollars. L'entreprise vaut encore environ 800 millions de plus. » Pendant un instant, le seul son dans la pièce fut le tic-tac de l'horloge sur notre cheminée. La bouche de Zoé s'ouvrit et se referma plusieurs fois, mais aucun son ne sortit. Enfin, elle murmura « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité la plus importante de toutes. Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis et non pour ce que je possède, ai-je dit. Le regard qui a traversé son visage à ce moment-là m'a tout dit sur le choix que je devais faire. « Alors elle n'a aucune idée de qui tu es vraiment, » avait dit Richard. Mais maintenant elle le savait, et moi aussi. Le silence qui a suivi ma révélation a duré exactement 47 secondes. Je le sais parce que je les ai comptées, observant l'aiguille des secondes de l'horloge sur la cheminée avancée. Tandis que le visage de Zoé défilait à travers les émotions, comme les diapositives d'un projecteur choc. Incrédulité, calcul, et enfin, quelque chose qui m'a retourné l'estomac. La cupidité. 250 millions de dollars, dit-elle lentement, comme pour tester le goût des mots dans sa bouche. Zoé, commença-je, mais elle leva la main. Attends juste. Elle se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et retour. Tu me dis que pendant 30 ans, Dennis, tu m'as fait croire que nous avions du mal à joindre les deux bouts.
Tu m'as laissé découper des coupons, faire les magasins discount et m'inquiéter pour le paiement de l'hypothèque. Je la regardais marcher, notant combien son choc s'était transformé en colère, et non en peine pour toutes ces années de tromperie, ni en blessure pour le fait que je ne l'avais pas mise au courant. Une colère pour avoir été privé de richesse. Je voulais un vrai mariage, ai-je dit, basé sur l'amour, pas sur l'argent. Elle se retourna, les yeux flamboyants. Vrai mariage. Denis, j'ai passé 3 décennies à essayer de te pousser à être meilleur, à vouloir plus, à ne pas te contenter de la médiocrité. Et tout ce temps, tu te trouvais assis sur une fortune. J'essayais de construire quelque chose d'authentique avec toi. Authentique? Sa voix monta à un ton que je n'avais presque jamais entendu. Qu'y a-t-il d'authentique à mentir à sa femme pendant 30 ans? Je sentis les premiers frémissements de ma propre colère. Qu'y a-t-il d'authentique à me faire sentir que je ne suis jamais assez pendant 30 ans? À m'humilier en public, à me traiter comme un échec. Zoé s'arrêta. J'essayais de t'aider à réussir. Non, dis-je en me levant. Tu essayais de me transformer en quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te donnerait la vie que tu pensais mériter. Et qu'y a-t-il de mal à vouloir une meilleure vie? Rien. Mais il y a quelque chose de profondément mal à détruire l'estime de soi de ton mari, parce qu'il ne peut pas te la donner. Nous nous regardions dans notre modeste salon, l'espace entre nous ressemblant à un canyon. La lumière crue de l'après-midi traversant les fenêtres mettait en évidence chaque ligne sur le visage de Zoé, chaque marque des années passées ensemble. Mais en la regardant maintenant, je réalisais à peine reconnaître la femme que j'avais épousée. « Combien disais-tu que valait le trust ?» demanda-t-elle doucement. Et là, c'était ça. Pas comment as-tu pu me cacher ça, ou pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance. Juste une question sur des chiffres. Ça n'a pas d'importance, dis-je. Ça n'a pas d'importance. Sa voix se brisa sous l'incrédulité. Denis, nous aurions pu tout avoir. Une vraie maison, de vraies voitures, des vacances, de beaux vêtements. Nous aurions pu être quelqu'un. Nous étions quelqu'un. Nous étions mari et femme. Zoé éclata d'un rire amer. Mari et femme, vivant dans cette petite maison, conduisant des voitures qui tiennent à peine la route, portant des vêtements en promotion. As-tu une idée à quel point c'était humiliant? Les mots me frappèrent comme un coup physique. Humiliant? Oui, humiliant. Voir d'autres couples de notre âge acheter des maisons de vacances pendant que nous débattions pour savoir si nous pouvions nous permettre un dîner dans un restaurant correct. Voir mes amis recevoir des bijoux pour leurs anniversaires pendant que tu me donnes des fleurs du supermarché. Je pensais à ces fleurs, aux bouquets que je choisissais avec soin à chaque fois, cherchant les plus fraîches, les couleurs les plus belles. Je pensais que c'était romantique, personnel, mieux que quelque chose de cher et impersonnel. Je pensais que les fleurs étaient mignonnes, murmurai-je faiblement. Mignon ne paie pas pour un style de vie, Denis. Je me rassis lourdement, me sentant des décennies plus vieux que mes 61 ans. Quel style de vie? Quel genre de vie exige qu'on humilie son mari devant des inconnus? L'expression de Zoé s'adoucit légèrement, mais ce n'était pas du remords, c'était de la stratégie. Elle s'approcha et s'assit sur l'accoudoir de ma chaise, sa main touchant mon épaule. « Chérie, dit-elle, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je sais que j'ai été dur parfois, mais je ne faisais que te pousser à atteindre ton potentiel. Je n'ai jamais cessé de croire en toi. » Je levai les yeux vers elle, voyant le calcul derrière ses yeux. Vraiment, bien sûr. Et maintenant que je sais la vérité, que je comprends ce que tu as traversé, nous pouvons réparer cela. Nous pouvons accéder à la succession. Commencer à vivre la vie que nous aurions dû avoir depuis le début. La vie que tu étais destiné à avoir. La vie que ton père a construite pour toi. Elle serra mon épaule. Réfléchis, Denis. Nous pourrions voyager, voir le monde, acheter une vraie maison, quelque chose dont nous serions fiers. Nous pourrions enfin être heureux. Je la regardais, la voyant tisser cette fantaisie de richesse et de statut, et un froid s'installa dans ma poitrine. Zoé, et ces 30 dernières années, et toutes les fois
où tu m'as fait me sentir sans valeur. Elle fit un geste de la main, comme pour balayer mes paroles. C'est du passé. Nous parlons de notre futur maintenant. Mais le passé compte. Le passé nous a amenés ici. Le passé est ce que nous en faisons. Elle glissa sur la chaise à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. Denis, nous pouvons recommencer. Nous pouvons être le couple que nous étions toujours censés être. Je regardais nos mains jointes, me souvenant du temps où tenir la main de Zoé me faisait sentir complet. Maintenant, cela ressemblait seulement à une autre manipulation. Et si je dis non, demandai-je doucement. Ses mains se raidissaient dans les miennes. Non à quoi? Non à accéder à la succession. Non à changer notre vie. Et si je voulais continuer exactement comme avant, ce serait fou. Pourquoi voudrais-tu rester pauvre alors que tu pourrais être riche? Parce que je ne suis pas pauvre. Je suis simple. Il y a une différence. Simple, ce n'est qu'un autre mot pour se contenter. Je regardais notre salon, les meubles modestes que nous avions choisis ensemble, les photos sur les murs documentant 30 ans de ce que je pensais être une vie partagée. Mais en les regardant maintenant, je réalisais que dans la plupart des photos, Zoé posait pour l'appareil. Moi, je la regardais avec affection sincère, tandis qu'elle regardait l'objectif. Même sur les photos, nous vivions dans des réalités différentes. Zoé, dis-je prudemment, si j'accède à la succession, que se passe-t-il entre nous? Que veux-tu dire? Je veux dire, qu'est-ce qui change entre nous? Est-ce que tu commences soudain à me respecter? Est-ce que tu arrêtes de critiquer tout ce que je fais? Est-ce que tu arrêtes de me faire sentir que je ne suis jamais assez? Elle resta silencieuse un instant, et je pouvais voir qu'elle pesait soigneusement ses mots. Nous allons tous les deux changer. L'argent change tout. Nous serons des personnes différentes. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je veux être aimé pour ce que je suis maintenant. Denis, sois réaliste. L'amour ne suffit pas si tu n'es pas heureux. Mais j'étais heureux, ou du moins j'essayais de l'être, jusqu'à ce que tu me fasses comprendre que mon bonheur n'avait aucune importance pour toi. C'est ridicule. Tu es assis sur une fortune et tu veux continuer à vivre comme si nous étions des étudiants fauchés. Je veux continuer à vivre authentiquement. La pauvreté authentique reste de la pauvreté. Je sentis quelque chose de fondamental basculer en moi, comme un engrenage qui se met en place. Zoé, réponds-moi honnêtement. Si je te disais maintenant que je n'allais jamais toucher au trust et que nous allions vivre exactement comme nous l'avons fait jusqu'à la fin de nos vies, resterais-tu marié avec moi? La question resta suspendue entre nous. Je regardai le visage de Zoé et je vis l'instant où elle comprit ce que je demandais vraiment. Pas si elle resterait, mais si elle serait heureuse de rester. Son silence était déjà une réponse. « Je vois », murmurai-je. « Denis, tu n'es pas juste. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'ignorer la sécurité financière. Je ne te demande pas de l'ignorer. Je te demande si tu m'aimes assez pour vivre sans. Ce n'est pas la même chose, non ?» Zoé se rassit, mais cette fois, elle ne me toucha pas. « Que veux-tu dire ?» Je portais la main à ma montre, sentant le métal lisse du boîtier, le cuir usé du bracelet, l'héritage de mon père. Pas l'argent, ni l'entreprise, ni les propriétés. Le choix d'être qui tu es vraiment, peu importe ce que le monde attend de toi. Je dis que j'ai pris ma décision concernant notre mariage, dis-je. Zoé resta figée. Quelle décision? Je croisai son regard et la vis clairement. Foi depuis des décennies. Je dis que 30 ans, c'est assez pour attendre que quelqu'un m'aime pour ce que je suis. La couleur disparut de son visage. Denis, ne sois pas hâtif. Nous pouvons arranger ça, n'est-ce pas? Parce que je ne pense même pas que tu saches qui je suis. Tu as passé tellement de temps à essayer de me changer que tu n'as jamais pris la peine de me voir vraiment. Ce n'est pas vrai. Quand est mon anniversaire, Zoé? Elle cligna des yeux. Quoi, mon anniversaire? Quand est-ce? Octobre. Le 23 octobre. Quel est mon plat préféré? Denis, c'est ridicule. Quel est mon plat préféré? La bouche de Zoé s'ouvrit et se referma. Tu n'es pas difficile. Les pancakes aux myrtilles, comme ma mère en faisait. Je te l'ai dit 100 fois. Je sentis les larmes menacées, mais je les refoulai. Quelle est ma plus grande peur? Denis, arrête. Ma plus grande peur, c'est de passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me voit comme un projet à réparer
plutôt que comme une personne à aimer. Zoé pleurait maintenant, mais je ne pouvais pas dire si c'était des larmes sincères ou stratégiques. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons consulter un thérapeute. Nous pouvons recommencer. Je me levai, me sentant plus léger que depuis des années. Non, Zoé, nous ne pouvons pas. Parce que le problème n'est pas notre mariage. Le problème, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi, mon potentiel, l'argent que je pourrais te donner. Pas moi. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Dis-moi maintenant que si nous n'accédons jamais au trust, si nous vivons dans cette maison, conduisons ces voitures et faisons nos courses dans les magasins discount pour le reste de nos vies, tu seras heureuse. Dis-moi que tu cesseras d'essayer de me changer. Le silence s'étira entre nous, chargé de 30 ans de déception et d'attente non comblées. Enfin Zoé murmura « Je ne peux pas ». Et tout était terminé. Maintenant, je devais vivre avec. Les 3 jours suivants passèrent dans une étrange vacuité. Un silence lourd et creux. Zoé et moi évoluions l'un autour de l'autre, comme des étrangers partageant une chambre d'hôtel polie mais distant. Elle se levait tôt et partait travailler sans un mot d'au revoir. Je rentrais pour trouver le dîner posé sur le comptoir, encore chaud, mais sans invitation à manger ensemble. En surface, cela ressemblait à un espace que nous nous donnions pour réfléchir. Mais je savais ce qui se passait vraiment. Zoé élaborait sa stratégie. Je pouvais le voir dans la manière dont elle me regardait quand elle croyait que je ne regardais pas, dans sa façon mesurée de parler quand elle parlait, testant différentes approches, comme une commerciale cherchant le bon argument. Elle attendait que je prenne conscience de ce que j'abandonnais en choisissant l'argent plutôt que mes principes. Elle attendait que je prouve que tout le monde a un prix. L'appel des avocats arriva jeudi matin. Dans mon bureau, face à des tableaux Excel qui semblaient maintenant dénués de sens, quand mon téléphone sonna. Monsieur Morrison, ici James Patterson de Patterson Wells Associés. Je représente le Morrison Maritime Trust. Mon cœur se mit à battre la chamade. Comment avait-il obtenu ce numéro? Monsieur Peton nous a contactés. Il a dit « Vous pourriez être prêt à discuter de votre héritage ». Je fermai les yeux, m'adossant à ma chaise. Richard avait passé l'appel que j'avais évité pendant 25 ans. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour cette conversation. Dis-je. Monsieur, si je puis me permettre, le trust vous attend depuis plus de 2 décennies. Le conseil d'administration a respecté à la lettre les dernières volontés de votre père. Morrison Maritime fonctionne toujours selon ses principes et continue d'aider les petites entreprises à réussir. Votre retour honorerait son héritage. Honorer son héritage. Ces mots me restèrent dans la tête tout au long de la journée. À mon retour, Zoé m'attendait dans le salon, vêtue de sa robe bleu marine qu'elle portait lors des occasions importantes. Son maquillage était parfait, ses cheveux coiffés comme pour un événement spécial. « Nous devons parler », dit-elle. Je m'assis en face d'elle, remarquant qu'elle s'était placée dans le fauteuil bénéficiant de la meilleure lumière de la fenêtre. Même dans nos conversations les plus sérieuses, Zoé performait. J'ai réfléchi, commença-t-elle, sa voix soigneusement modulée, à ce que tu as dit l'autre jour sur l'amour, l'authenticité et tout ça. Je restais silencieux. Tu as raison, continua-t-elle. J'ai essayé de te changer. Je l'admets. Mais Denis, je ne faisais que t'aider à atteindre ton potentiel. Mon potentiel? Selon qui? Demanda-je. Selon tous ceux qui ont des yeux. Tu es brillant, tu es capable, tu viens d'un héritage familial incroyable. Pourquoi ne pas l'embrasser? J'examinais son visage, cherchant l'émotion véritable, sous cette présentation soigneusement calculée. Parce qu'embrasser cet héritage signifiait abandonner le choix qui le rendait significatif en premier lieu. Zoé se pencha vers moi, son expression sincère. Mais si le choix était mauvais? Et si ton père avait prévu que tu reviendrais un jour? Il m'a laissé décider pour toi. Alors prends une décision différente maintenant. Les gens changent, les gens grandissent. Elle tendit la main vers mes mains, et cette fois, je la laissai les prendre. Denis, avec cet argent, nous pourrions faire tellement de bien. Nous pourrions aider les gens, soutenir des associations,
faire une vraie différence dans le monde. Je baissais les yeux vers nos mains jointes, sentant la douceur de sa peau, me rappelant qu'en son contact signifiait tout pour moi. Quelles associations, Zoé? Elle cligna des yeux. Quoi? Quelles associations aimerais-tu soutenir? Quelle cause compte pour toi? Je la regardai chercher une réponse, voyant le moment où elle réalisa qu'elle avait été prise. Dans une autre mise en scène. Eh bien, il y a tellement de causes importantes. Les enfants, l'éducation, l'environnement. Quels enfants, quelles écoles, quel aspect de l'environnement? Je retirai doucement mes mains. Zoé, tu ne peux même pas citer une seule cause qui t'importe, à part ton propre confort. Son masque glissa un instant, révélant la frustration en dessous. Très bien, oui, je veux une vie meilleure. Est-ce si mal? Est-ce mal de vouloir de belles choses, de vouloir la sécurité, de vouloir être fier de ce que nous avons accompli? Non, dis-je doucement. Mais il est mal de construire cette vie en rabaissant ton partenaire. Je ne t'ai jamais rabaissé. Lundi dernier, tu m'as traité d'embarrassant devant des inconnus. Tu as tassé 30 ans à me faire m'excuser d'être qui je suis. La voix de Zoé monta légèrement. J'essayais de te motiver à devenir quelqu'un d'autre, à devenir la meilleure version de toi-même, selon ta définition de la meilleure. Nous nous regardâmes à travers la table basse, le poids de 3 décennies pesant entre nous. Je voyais Zoé calculer, chercher les mots pour tourner cette conversation en sa faveur. « Denis, dit-elle enfin, sa voix plus douce, presque vulnérable. Je t'aime, je t'ai aimé pendant 30 ans. Oui, j'ai fait des erreurs, mais chaque mariage a ses problèmes. Nous pouvons surmonter ça. M'aimes-tu? Demandai-je. Bien sûr que oui. Alors réponds-moi ceci. Si je choisis d'accéder à la fiducie, m'aimeras-tu davantage? La prit de court. Je vis ses yeux s'écarquiller légèrement, sa bouche s'ouvrir et se refermer en cherchant la bonne réponse. Ce n'est pas juste, dit-elle enfin. C'est la seule question qui compte. L'amour n'est pas quantifiable, Denis. Ce n'est pas comme s'il y avait un compteur qui monte et descend. N'est-ce pas? Je me levai et marchai vers la cheminée, où notre photo de mariage trônait dans un cadre argenté. Nous avions l'air si jeunes, si pleins d'espoir, si totalement inconscients de ce que nous nous promettions. Parce que depuis 30 ans, j'ai eu l'impression que ton amour pour moi dépendait directement de ta satisfaction envers notre mode de vie. Ce n'est pas vrai. Je me tournai vers elle. Alors pourquoi n'as-tu jamais demandé quoi que ce soit sur ma famille en 30 ans de mariage? Pourquoi n'as-tu jamais cherché à comprendre pourquoi je ne parlais jamais de mon enfance, du travail de mon père, de mon héritage? Zoé resta silencieuse un long moment. Je pensais que tu avais honte de tes origines. Je les protégeais. Protéger de quoi? De quelqu'un qui pourrait les aimer plus qu'il ne m'aime. Les mots flottèrent dans l'air entre nous comme de la fumée. Je regardais le visage de Zoé traverser les émotions, atterrissant enfin sur quelque chose qui ressemblait à une douleur sincère. « C'est vraiment ça que tu penses de moi ?» murmura-t-elle. Je me rassis, soudain épuisé. « Zoé, je pense que tu es une bonne personne qui s'est perdue en chemin. Je pense que tu m'as épousée en croyant pouvoir être heureuse avec une vie simple. Et quand cela s'est avéré plus difficile que prévu, tu as décidé que le problème, c'était moi. Peut-être que le problème, c'était nous deux. Peut-être. Mais je ne suis pas prêt à passer le reste de ma vie à sentir que je ne suis pas suffisant. » Zoé pleurait maintenant. De vraies larmes qui coulaient sur son mascara soigneusement appliqué. « Alors, que dis-tu? » Je sortis de ma poche la carte de visite que James Patterson m'avait donnée au téléphone. Je dis que j'ai appelé les avocats de la fiducie aujourd'hui. Son souffle se coupa. Et je leur ai dit que je voulais accéder à mon héritage. Pendant un instant, l'espoir illumina ses yeux, vif et désespéré. « Denis, c'est merveilleux, nous pouvons... » « Je l'accède, continuai-je, pour pouvoir te donner tout ce que tu mérites dans notre divorce. » L'espoir mourut aussi vite qu'il était apparu. « Divorce? Je vais m'assurer que tu sois prise en charge, Zoé. Tu auras la maison, un règlement généreux, assez d'argent pour vivre confortablement le reste de ta vie.
mais je ne passerai plus une journée à prétendre que la sécurité financière peut réparer ce qui est brisé entre nous. Elle tremblait maintenant, ses mains secouées, alors qu'elle essuyait ses yeux. « Denis, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je peux changer. » « Je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu sois honnête sur qui tu es. » Et ce que tu veux. Ce que je veux, c'est toi. Non, dis-je doucement. Ce que tu veux, c'est la vie que tu crois que je peux te donner. Il y a une différence. Zoé regarda notre salon comme si elle le découvrait pour la première fois. Cette maison, cette vie, ça n'a jamais été suffisant pour moi. Je sais. Je pensais toujours que si je pouvais te pousser un peu plus, te motiver davantage, tu pourrais me transformer en quelqu'un d'autre. Elle hocha la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, Denis. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu l'es, mais être désolé n'efface pas 30 ans. Nous restâmes silencieux un long moment, la lumière du soir s'éteignant à travers nos fenêtres. Enfin, Zoé parla. Et maintenant? Je regardais ma montre, celle de mon père, en pensant au choix, à l'authenticité et au courage qu'il faut pour recommencer à 61 ans. Maintenant, dis-je, nous allons enfin découvrir qui nous sommes vraiment, quand nous ne cherchons pas à être quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Zoé fit sa valise et alla chez sa sœur. Nous convînmes de gérer le divorce en douceur, de manière amicale. Elle aurait la maison et assez d'argent pour construire la vie qu'elle voulait. Je retournai à Morrison Maritime, non pas pour reprendre un empire, mais pour honorer la mémoire de mon père, en poursuivant son œuvre, aider les autres à réussir. Alors que je regardais sa voiture quitter notre allée pour la dernière fois, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Du soulagement. Choisis la vie que tu as toujours méprisée, pensais-je. Ou perds tout. Mais en fin de compte, perdre tout était exactement ce dont j'avais besoin pour me retrouver. 6 mois plus tard, je me tenais dans l'ancien bureau de mon père, regardant le port où Morrison Maritime avait commencé il y a 79 ans. La pièce sentait le cuir et l'air salin, comme dans mes souvenirs. Le modèle de navire trônait encore sur les étagères, chacun représentant un vaisseau qui avait transporté des cargaisons à travers les océans du monde sous notre nom de famille. Mais ce n'était plus le même bureau que celui que j'avais fui jeune homme. Fini les montagnes de paperasse qui avaient consumé les dernières années de mon père, les appels frénétiques, les journées de 18 heures, l'obsession de la croissance à tout prix. À leur place, quelque chose de plus simple, plus réfléchi, une entreprise bâtie sur les relations plutôt que sur les transactions. Le retour à Morrison Maritime avait été plus fluide que je ne l'avais imaginé. Le conseil d'administration avait maintenu la vision de mon père à la perfection, développant l'entreprise en aidant les petites sociétés à réussir plutôt qu'en les absorbant. Ils avaient honoré son engagement pour des pratiques commerciales éthiques, des salaires équitables et l'investissement communautaire. Mais surtout, ils avaient préservé son héritage, offrir aux entrepreneurs en difficulté une chance de prouver leur valeur. Secrétaire frappa doucement à la porte. « Monsieur Morrison, le rendez-vous de 15 heures est là. » Je me retournai de la fenêtre, ajustant les manches de ma chemise blanche simple. Je m'habillais toujours modestement, conduisais toujours la même berline fiable que je possédais depuis 8 ans. L'argent, j'avais appris, était un outil, pas une identité. Faites-les entrer, s'il vous plaît. Le jeune couple qui entra dans mon bureau me rappela moi-même à 30 ans, plein d'espoir et de désespoir à parts égales. La femme portait une mallette usée. L'homme tenait fermement un dossier épais, rempli de plans d'affaires et de projections financières. « Monsieur Morrison, » dit la femme en tendant la main, « je suis Sarah Chen, et voici mon mari, David. Merci de nous recevoir. » Je fis signe vers les chaises en face de mon bureau. « Asseyez-vous, parlez-moi de votre entreprise. » Pendant l'heure suivante, j'écoutais leur histoire. Une petite société de logistique, spécialisée dans les pratiques de transport durable, qui peinait à rivaliser avec les grandes entreprises, malgré une technologie supérieure et un engagement environnemental exemplaire.
Ils avaient besoin d'un prêt de 800 000 dollars pour agrandir leur flotte et embaucher davantage de chauffeurs. Les banques les avaient refusés. Les investisseurs en capital risque réclamaient trop de parts. Ils étaient à quelques semaines de la faillite lorsqu'on leur avait donné mon nom. Nous savons que c'est un pari risqué, dit David, la voix tendue par le stress, l'anxiété. Mais nous croyons en ce que nous construisons. Nous pensons pouvoir faire une réelle différence dans ce secteur. J'examinais leur plan d'affaires, notant le souci du détail, les projections réalistes, la compréhension claire de leur marché. Mais plus que cela, je vis dans leurs yeux quelque chose qui me rappela Richard Peyton, toutes ces années auparavant, la fin de construire quelque chose de vrai, de significatif, pas seulement rentable. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous réussirez là où d'autres ont échoué ? Demanda-t-il. Sarah se pencha en avant. Parce que nous ne cherchons pas à être les plus grands, mais les meilleurs. Nos clients restent avec nous parce que nous nous soucions de leur succès, pas seulement de nos profits. Je souris, pensant aux paroles de mon père sur l'importance de bâtir des relations plutôt que des empires. Votre prêt est approuvé, dis-je. Le soulagement sur leur visage fut immédiat et profond. Les yeux de David se remplirent de larmes et Sarah serra fermement la main de son mari. « Merci, murmura-t-elle. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour nous. En fait, si. » J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis une petite boîte en bois. À l'intérieur, nichée dans un velours noir, se trouvait une montre identique à celle que je portais au poignet. Cela vient avec le prêt. David parut confus. « Je ne comprends pas. »« C'est un rappel, » dis-je en lui attachant la montre au poignet. « Choses valent plus que l'argent. Que la confiance, une fois donnée, est sacrée, et que le succès ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on aide les autres à accomplir. » Lorsqu'ils quittèrent mon bureau, leur gratitude emplissant l'air derrière eux, je ressentis la profonde satisfaction qui m'avait échappé pendant tant d'années. C'était cela que mon père avait construit. Pas seulement une entreprise, mais un héritage, aider les autres à réussir. Mon téléphone vibra avec un message. Je jetai un coup d'œil à l'écran et souris. « Dîner ce soir. Je prépare tes pancakes aux myrtilles préférées. Hélène. » Hélène Martinez était entrée dans ma vie 3 mois plus tôt, lorsqu'elle m'avait interviewé pour un article sur les programmes d'investissement communautaire de Morrison Maritime. Veuve, enseignante à la retraite devenue journaliste indépendante. Elle conduisait une Honda de 12 ans, vivait dans un petit appartement rempli de livres et n'avait jamais posé de questions sur mon argent. Elle voulait savoir mes rêves, mes peurs, mes plats préférés, mes souvenirs d'enfance. Elle écoutait quand je parlais de mon père, des choix qui avaient façonné ma vie, des 30 années passées à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Je lui répondis, « J'apporterai le café, le bon, celui de ce petit café que tu aimes. » Sa réponse arriva immédiatement. « Parfait, n'oublie pas de porter cette belle montre. » Je regardais la montre de mon père, pensant à la chaîne de choix qui m'avait mené à ce moment. Quitter l'entreprise familiale, épouser une femme qui ne pouvait pas m'aimer tel que j'étais, cacher ma véritable identité pendant 30 ans, trouver enfin le courage de la reprendre. Chaque décision avait semblé monumentale à l'époque, mais maintenant je comprenais qu'elle faisait toute partie du même voyage. Le voyage pour découvrir qui j'étais vraiment. Lorsque j'ai cessé d'essayer d'être quelqu'un d'autre. L'interphone bourdonna de nouveau. « Monsieur Morrison, un appel pour vous est en ligne également. »« Qui est-ce ?»« Zoé Morrison. Elle dit que c'est personnel. » Mon cœur fit un léger bond. Depuis notre divorce, 6 mois plus tôt, Zoé et moi n'avions parlé que par avocat. Le règlement avait été généreux. Elle avait reçu la maison, 2 millions de dollars en liquide, et un soutien mensuel suffisant pour vivre confortablement. J'avais appris par des connaissances communes qu'elle avait déménagé dans une plus grande maison, dans un quartier plus huppé, qu'elle avait rejoint un country club et qu'elle sortait avec un chirurgien esthétique. Qu'elle continue. La voix de Zoé arriva par téléphone, hésitante et étrangement fragile. « Dennis, j'espère que je ne dérange rien d'important. »« Pas du tout. Comment vas-tu ? » Je vais bien. Bien en fait. La maison est magnifique. Et Richard, c'est lui que je fréquente maintenant. Il a beaucoup de succès.
Je suis content que tu sois heureuse. Il y eut un long silence. Dennis, j'ai vu l'article sur Morrison Maritime dans le journal, à propos des prêts que tu accordes aux petites entreprises. Hélène a fait du bon travail. Hélène, la journaliste qui m'a interviewé? Oui, nous allons bien, nous passons du temps ensemble. Un autre silence, plus long cette fois. Je suis heureuse pour toi, Dennis. Vraiment? Je restais attentif, sentant qu'il y avait plus. Je t'appelle parce que je voulais m'excuser, dit-elle enfin. Pas pour le divorce. Je pense que nous savons tous les deux que c'était la bonne chose à faire. Mais pour les années avant cela, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas suffisant. Je restais silencieux un instant, surpris par l'émotion dans sa voix. Merci de le dire. Tu as toujours été suffisant, Dennis. Je ne le voyais juste pas. J'étais tellement concentré sur ce que je pensais que nous devrions avoir, que je n'ai jamais apprécié ce que nous avions. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Zoé. Peut-être, mais tu ne m'as jamais fait sentir inutile. Tu ne critiquais jamais tout ce que je faisais, ni ne me faisais m'excuser d'être moi. Sa voix se brisa légèrement. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre ce que j'avais perdu. Je regardais le port, observant un cargo avancer lentement vers le quai. Es-tu heureuse maintenant? Vraiment heureuse. Je suis à l'aise. Richard me donne tout ce que je pensais vouloir. Mais Dennis, être à l'aise n'est pas la même chose qu'être heureux, n'est-ce pas? Non, dis-je doucement. Non, ce n'est pas la même chose. J'espère qu'Hélène sait qu'elle a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Après avoir raccroché, je restais seul dans le bureau de mon père, réfléchissant aux différents chemins que nos choix créent. Zoé avait choisi le confort et le statut. Moi, j'avais choisi l'authenticité et la connexion. Aucun choix n'était mauvais, mais un seul menait à la paix. À 18h30, je quittai le bureau et conduisis jusqu'à l'appartement d'Hélène. Elle m'accueillit à la porte en jean et en pull taché de peinture, les cheveux gris attachés en une queue de cheval négligée. Elle était belle. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, prenant le café de mes mains et m'embrassant sur la joue. « Bien. J'ai aidé un jeune couple à sauver son entreprise. Ça doit être merveilleux. » Je la suivis dans la petite cuisine, l'observant se déplacer avec efficacité dans l'espace, préparant la pâte à crêpes de A à Z. C'était ce que je cherchais depuis toutes ces années sans le savoir. Pas seulement l'amour, mais le bon amour. Un amour qui célébrait qui j'étais, au lieu d'essayer de me changer. « Hélène, dis-je, puis-je te demander quelque chose? » « Bien sûr, quand tu m'as rencontré pour la première fois, lors de ton interview, qu'est-ce que tu pensais? » Elle sourit, sans lever les yeux du bol dans lequel elle mélangeait. « Je pensais que tu étais la personne la plus sereinement heureuse que j'ai jamais rencontrée. Tu semblais à l'aise dans ta peau, d'une manière très rare. Même si je ne suis pas ostentatoire. Et que je n'essaie de séduire personne. » Elle s'arrêta de remuer et me regarda droit dans les yeux. « Dennis, sais-tu ce qui m'a le plus impressionné chez toi? » « Quoi? » ?»« La façon dont tu parlais de ton père. Le respect dans ta voix, la fierté de continuer son œuvre, et cette montre. » Elle hocha la tête vers mon poignet. La plupart des hommes les plus prospères portent des montres coûteuses comme symbole de statut. Toi, tu la portes comme une prière. Je sentis ma gorge se serrer d'émotion. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle reprit son mélange. Maintenant, assieds-toi et raconte-moi ce jeune couple que tu as aidé aujourd'hui. Alors que je lui parlais de Sarah et David Chen, de leurs rêves, de leur lutte et de leurs espoirs pour l'avenir, je pris conscience de quelque chose de profond. Pour la première fois de ma vie adulte, j'étais exactement là où je devais être. Pas parce que j'avais accompli quelque chose, accumulé quelque chose ou impressionné quelqu'un, mais parce que j'avais enfin cessé de prétendre être quelqu'un d'autre que moi-même. La montre à mon poignet tic-taquait régulièrement, marquant les instants d'une vie enfin vécue avec authenticité. Dehors, à la fenêtre de la cuisine d'Hélène, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Et quelque part dans la ville, un jeune couple célébrait probablement le prêt qui allait sauver leur entreprise. Mon père avait eu raison sur un point, le choix d'être vraiment soi-même, et non ce que le monde attend de vous.
Il m'avait fallu 61 ans pour comprendre pleinement cette leçon. Mais mieux vaut tard que jamais. J'étais enfin chez moi, non pas dans un lieu, mais en moi-même.